Bonsoir à tous, on va arrêter de dire bonjour à cette heure-ci. Merci pour votre présence, pour une conférence qui va clore notre cycle de 4 conférences sur le fiche de cette année et qui va faire un peu pour nous, en tout cas, pas le bilan de tous, mais ça va regrouper pas mal d'éléments qu'on a déjà abordés depuis le début, c'est-à-dire l'inclusion, la diversité, les IA et tout ce qui suit, même le produit culturel. L'idée, c'est de voir le jeu un peu au-delà du divertissement et quelle valeur il peut porter et quel message il peut véhiculer auprès du grand public. Pour ce faire, nous avons invité quelques participants que j'invite à se présenter par eux-mêmes. On va commencer par le plus proche de moi. Oui, c'est moi. Ouais. Bonjour, je m'appelle Florent Toscano, je suis auteur de jeux et éditeur, et la maison d'édition s'appelle Jeux au plat. Elle existe depuis 13 ans maintenant, 14 ans, et voilà, ça suffit, je pense. Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Bonjour, moi je suis Henri Kermarek, je suis également auteur de jeux et aussi directeur artistique pour le jeu de société et enseignant en game design. Et là, plus spécifiquement aujourd'hui, parce que je suis membre du jury du prix Lizzie Maggie qui est décerné lors de Rennes en jeu, dont on parlera peut-être plus Et tard. un des fondateurs de la Sage. Et un des présidents et fondateurs de la Sage également, oui, d'accord. Voilà. C'est vrai. Bonjour, moi, du coup, je suis Mathieu Rivero, je suis écrivain, j'ai publié plusieurs romans à compte d'éditeur et je travaille également parfois un petit peu sur des jeux et ça m'arrive d'être journaliste un petit peu aussi, parfois. Ouais. Bonjour tout le monde, alors moi je suis Johan Bourgold, je suis éditeur de jeux de société engagé. Et tu fais partie aussi d'un... Je fais partie du collectif du jeu engagé qui s'est créé récemment, je fais partie de la commission d'éco-responsabilité de l'UEJ et du Malte, collectif d'auteurs toulousains. Alors l'idée, ça va être de parler un peu du jeu en tant que au-delà du divertissement. Si on reprend la notion du divertissement, c'est un peu un outil qui va nous permettre de nous détourner on va dire des problèmes du quotidien, des soucis qu'on peut rencontrer et justement, est-ce que l'outil et le jeu peut aller au-delà de ça? Est-ce que le jeu peut intervenir dans le contexte social et sociétal, et quand on parle de cela, surtout, c'est est-ce que ça peut être un miroir social de ce qu'on vit au quotidien en fait. C'est quelque chose, le jeu de société pour nous c'est vraiment pur divertissement, on joue, on passe du bon temps, mais est-ce que à travers de ça, on peut faire passer des notions sociales et du vécu au quotidien d'une manière plus ou moins détournée ou cachée ou insidieuse, j'aurais tendance à dire. Henri ? Oui, moi j'aurais tendance à dire que même en étant du divertissement, il fait déjà passer, il est déjà un miroir des sociétés dans lesquelles il est joué. Je veux dire, regardez l'un des jeux les plus pratiqués au monde que sont les échecs. C'est un jeu qui a permis de codifier les normes sociales et des rôles sociaux de manière assez évidente. Quand on voit une ligne de pions qui n'a aucune identité, qui sont même plus petits en termes de taille, alors que derrière on a le roi, la reine, anciennement le vizir dans sa version persane, et le fou qu'on appelle chez nous le fou, qui s'appelle le bishop, l'évêque en anglais. Enfin, voilà. Ces jeux-là sont déjà cette division, ce renforcement des hiérarchies dans les jeux de société. A été perpétué aussi dans les cartes à jouer, où on retrouve la même nomenclature avec des chiffres tous invisibles, plus ou moins, sans nom, sans identité. Et ensuite, bien sûr, l'aristocratie, le valet, la dame, le roi, etc. etc. Donc, pour moi, les jeux de société ont toujours été un miroir des sociétés dans lesquelles ils sont joués et ont contribué à renforcer les normes sociales et les valeurs qui étaient dominantes dans les sociétés qui les ont vues naître. Ouais. Et justement, quand on parle d'inclusivité ou quoi que ce soit, ça s'est ressenti dans le jeu, quelles que soient les périodes de création, parce que le jeu d'échecs, je me souviens pas du tout de la période, on parle de quelques milliers d'années, je pense. Je ne sais pas, je ne mettrai pas ma main au feu, mais l'évolution par rapport à ça, justement. Est-ce qu'il y a une évolution du jeu de société par rapport à la société et par rapport à l'évolution culturelle ? Alors moi, il me semble que le jeu de société en fait n'a pas évolué en fonction des évolutions de la société. En revanche, il a évolué en fonction des évolutions cognitives de l'humain.
C'est-à-dire que au début, c'était du jeu de hasard qui était extrêmement pratiqué. Et en revanche, après, c'est au moment où il y a eu un développement pour la logique, etc., où le jeu de pions sans hasard est arrivé. Le goût pour les démonstrations complexes, c'était complètement en lien avec ça. Il y a aussi eu un moment j'ai fait un détour juste avant, au moment des premiers jeux de plateau figuratifs, c'est-à-dire le Senet, le plus vieux jeu égyptien, ou le jeu royal dur. On voit qu'on a pour la première fois un jeu de plateau, enfin avec un plateau, des cases illustrées qui portent des noms, des pièces qui sont figuratives, etc. On ne fait plus que jouer avec des cailloux, des osselets, etc. Et en fait, c'est au même moment où on commence à valoriser l'abstraction du temps et de l'espace comme processus mental. On met le réel dans des cases, en fait. On divise les espaces agricoles. C'est les premiers calendriers. On utilise des métaphores comme les cieux ou la rivière pour représenter le temps et faire des calendriers sur des objets dédiés. Et en fait, les jeux de société, les premiers jeux de plateau figuratifs sont arrivés à ce moment-là. Donc quand on met le réel dans des cases, dans le même temps, on crée des jeux de plateau où dans les cases, on y met le réel. C'est quasiment littéral, en fait, comme métaphore. Et justement, sur cette partie-là, est-ce que le jeu a un potentiel justement pour échanger? Alors, je sais déjà la réponse que vous allez m'amener, hein, mais c'est une fausse question. Un potentiel sur le fait d'échanger sur les sujets sociétaux importants. Je pense surtout dans le premier temps à Opla, puisque vous avez à la fois une application de votre démarche, on va dire, éco-responsable dans votre édition, mais les sujets abordés aussi au travers de vos jeux, ça transpire ça aussi au travers de vos sujets abordés, de manière générale. Oui, et puis ça va, alors pour le coup, dans ce qui arrive bientôt, là, ça va frontalement l'aborder. Je pense à un jeu qu'on développe qui s'appelle In Extremis, qui est sur la transition énergétique, dont on nous rabat les oreilles considérablement. Il y a déjà plein de jeux, plein de supports de toutes sortes qui existent là-dessus. Et c'est vrai qu'on a un parti pris particulier avec ce jeu de l'amener avec un... On veut pas que ce soit chiant et écolo, en fait, clairement. Parce que ce soit éducatif, dans le côté négatif que l'on a. Alors ça, déjà, c'est la première volonté. Je veux jamais que ce soit éducatif. En fait. C'est un divertissement avant tout. Je veux qu'on s'amuse avec ça, en fait, comme quand on va voir un... Hein? Non, mais comme tu as dit, en fait, tous les jeux sont... quand on me pose ce genre de questions, tous les jeux sont éducatifs, en fait. On apprend à respecter son tour de jeu, on apprend à respecter l'autre, on apprend à respecter la règle du jeu, tout simplement, on apprend à respecter le cadre, on apprend un million de choses. Et j'aime bien que tous les paramètres qu'on met dans le jeu soient éventuels. Enfin, en ce qui me concerne, si ça n'a rien à voir, j'adore. Si c'est une pure fiction, c'est très bien aussi. Enfin, c'est ça qui est chouette, en fait, c'est la diversité, qui est absolument de tout. Moi, j'aime bien que tous les paramètres qui sont dans le jeu soient des vrais paramètres existants, avec des critères sociaux, naturalistes en ce qui nous concerne souvent, sociaux et politiques, avec In Extremis en l'occurrence. Mais par contre, je veux surtout pas que ça soit estampillé éducatif de premier abord. Enfin, un jeu, c'est quand même fait pour s'amuser, comme un film au cinéma, c'est fait pour être beau et apporter un sentiment, une émotion. Un jeu, c'est exactement pareil, en fait. Ça doit apporter une émotion. Est-ce que ça empêche, peut-être Johan là-dessus, de faire passer un message? Alors je pense que c'est un point, il y a la question de définition des mots, mais je pense qu'il y a quelque chose d'essentiel, en tout cas auquel je crois, qui est l'aspect de le jeu de société est un art, et l'art, le divertissement, c'est une excuse. C'est-à-dire que effectivement c'est divertissant d'abord, sinon c'est pas un jeu, c'est la définition, mais qu'en fait, quel que soit le sujet que tu abordes, je sais qu'on a eu la discussion notamment avec Henri sur de toute façon il y a un propos. Si tu penses qu'il n'y a pas de propos, c'est juste que tu l'as pas déconstruit ou tu sais pas ce que c'est. Mais par essence, c'est politique comme tous les arts. Et un art, le divertissement, c'est l'excuse. Et ce qu'il y a derrière, c'est ça qui est intéressant. Et du coup, forcément, ça décrit soit quelque chose dans le monde, soit quelque chose dans ce qu'on ressent, soit un sujet sociétal ou un sujet culturel ou ce qu'on veut, quoi. Et c'est vrai que, alors, nous, clairement, et au Plat, c'est pareil, on l'assume. C'est-à-dire qu'on propose d'y réfléchir frontalement. Mais même quand on le propose pas, il y est. Et il dit quelque chose et il permet comme tu disais tout à l'heure, il transpire quelque chose. Et quand on aborde un sujet, quand on met un thème, quel qu'il soit, il décrit une vision du monde, ou il normalise une vision du monde, où il permet d'aller potentiellement plus loin. Et après, évidemment, chacune et chacun se l'approprie et peut ne pas forcément y voir la même chose. Effectivement, j'allais abonder dans ton sens. Je pense qu'il n'y a pas moyen d'échapper à la politique dans l'art. Quel art que ce soit, effectivement, on choisit de représenter certaines choses, on choisit de mettre en avant certaines choses. Tous les choix qu'on va faire, que ce soit des choix de représentation ou des choix d'invisibilisation, c'est des choix qui sont politiques. Et après, choisir de divertir ou choisir d'instruire dans un jeu, c'est aussi un choix politique. C'est aussi une considération du joueur. Moi,
je suis plutôt du camp de ceux qui préfèrent effectivement les jeux qui ne sont pas spécifiquement éducatifs, parce que il faut laisser probablement les joueurs apprendre par eux-mêmes et vivre par eux-mêmes plutôt que leur inculquer. Le jeu n'est pas fait pour ça, il est censé être gratuit et libre. Et lui ôter ça, c'est lui ôter sa dimension de jeu pour moi. Je pense qu'on a une plus grosse force instructive, je sais pas, quand c'est juste sous-jacent, pas quand c'est frontal en fait, que le message passe mieux en fait. J'aime bien que les gens apprennent, ou tout du moins soient sensibilisés sur une thématique, ou un message directement, mais quand c'était pas la mission première. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Dans le sens où il me semble que, ok, c'est très bien, je comprends ce que tu dis, le message sous-jacent, passer par la diversion ludique, etc. Encore, la diversion ludique, ça veut dire qu'on inclut le mot amusant dans ludique, ce avec quoi je suis pas forcément d'accord. Pour moi, c'est pas la définition du jeu d'être amusant, du tout. Il me semble pas. Pour moi, je serais Alors, beaucoup on n'a pas dit amusant, on a dit divertissant. divertissant. Ouais, Moi, j'ai dit que je voulais que ça procure une Alors- émotion. Une émotion, ça peut être des larmes de tristesse. Alors, ok, mais dans ces cas-là, alors, on va redéfinir les termes, mais il n'existe pas, à mon sens, on en a parlé un petit peu, enfin à peine effleuré, mais pas, quand on regarde, par exemple, ne serait-ce qu'en se baladant dans le festival, combien il y a de jeux qui te font pleurer de tristesse contre combien il y a de jeux qui essayent de t'amuser. En fait, ce qui me pose question, et c'est pour ça que j'ai envie de montrer mon désaccord, c'est parce qu'actuellement, la majeure partie du marché a une production en faveur du divertissement au sens où beaucoup de gens l'entendent, c'est-à-dire l'amusement. Tu vois, que ce soit pas ta définition, j'en entends, il n'y a pas de souci. Mais il me semble qu'actuellement, on a une production qui est majoritairement dédiée à l'amusement. Pour que le jeu de société acquiert sa maturité culturelle, en fait, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'auteurs et d'éditeurs et d'éditrices et d'autrices qui prennent la mesure de leur responsabilité en tant qu'auteurs et autrices d'œuvres d'art, d'objets culturels, et qui produisent des jeux anxiogènes, des jeux tristes, des jeux ennuyeux, et qui voudraient montrer quelque chose, dire autre chose, et voilà, des jeux non gratifiants. Il faudrait beaucoup plus. Je veux dire, c'est comme si on allait dans une librairie et que on n'avait que Astérix dans la boutique, pour en prendre la métaphore de Fred Servac, qui est un autre auteur de jeux d'histoire par exemple, ou qu'on allait voilà, au cinéma et qu'il n'y avait que Avengers parce que c'est amusant. Il y a aussi la liste de Schindler, il y a aussi d'autres trucs. Quand tu te balades dans le Fige, tu as beaucoup de donjons, de lapins, de vikings, ce genre de choses, pour très peu de jeux qui vraiment peuvent te faire ressentir des émotions très fortes, peuvent te faire pleurer, peuvent explorer des questions sociétales du quotidien, par exemple, puisque tu parlais du quotidien, il y a très peu de jeux qui parlent du quotidien. Voilà, il y a très peu de jeux qui vont te faire réfléchir philosophiquement sur la condition humaine, le sens de ta vie, etc., etc., etc. Alors, je pense quand je t'écoute, je pense à un jeu qui a été très marquant l'année dernière et qui a été nominé à l'As d'Or, c'est Alice is Missing. Et je pense d'ailleurs que ça a été un jeu qui a été nominé aussi au prix Lizzie Maggie. Alors effectivement, on a primé, alors pour revenir sur le prix Lizzie Maggie, justement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est un prix qui a été créé à l'initiative du Festival Réel en Jeu en 2021, qui voulait un prix qui mette en avant le jeu de société en tant qu'objet culturel, sous-entendu plutôt que comme un objet commercial. Et il a chargé un jury d'une dizaine de personnes, hommes et femmes, de la lourde tâche de définir objet culturel pour eux. Et ensuite, voilà. Il se trouve que les membres de ce jury, dont je faisais partie déjà à l'époque, ont décidé de mettre l'accent sur l'engagement sociétal, politique, environnemental ou expérimental. On a fait le constat que actuellement, dans la plupart des prix, puisqu'on était destiné à devenir un prix, ce qui était récompensé et valorisé, c'était l'efficacité du divertissement, de l'amusement et l'innovation mécanique. Et nous, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était le propos, le sens, les valeurs véhiculées par les jeux de société qu'on pratique. Et donc, c'est comme ça qu'est né le prix Lizzie Maggie. Et effectivement, l'an dernier, on a primé Alice is Missing par les émotions qu'il arrive à transmettre, l'environnement qu'il propose aux joueurs, qui est une petite ville des États-Unis, industrielle, avec du chômage, et le contexte d'une jeune fille de 16 ans qui a disparu depuis 3 jours. Là, on est loin du donjon, des Vikings, etc., quoi, c'est sûr. Donc ça existe. Et tu vois, je pense que... Il y en a un, Mais quoi. c'est l'exception. Non, oui, les mais- cartes Aventura, par exemple, Et il y en a d'autres. Mais- Et puis quand tu parlais du cinéma, enfin les exemples que tu as cités, on a un ratio quand même qui est assez démesuré, je le déplore, de pur divertissement au cinéma versus des films d'auteur, des films un peu plus engagés, sombres ou juste intimistes. C'est la même chose qu'on retrouve dans la littérature, dans les BD. Et le jeu étant, malheureusement pour l'instant, mais ça change petit à petit, donc c'est très bien, mais ça prendra le temps qu'il faut,
étant où il en est en tant que support culturel, et malgré tout, il touche quand même, faut pas se leurrer, très peu de gens sur la population totale, enfin le jeu tel qu'on l'entend. Donc du coup, il y a quand même une grosse marge de progression. Et j'espère que dans toute cette diversité, justement, ça tendra petit à petit vers des jeux du type tel que tu en parles. Mais par contre, la diversité est super importante. C'est très bien s'il y a une grosse part de marché qui est du pur divertissement dans le jeu, tout comme moi, si le modèle est calqué sur, enfin le modèle, je veux dire la part entre le pur divertissement, le truc un peu intello, le truc un peu glauque, le truc complètement con. Si c'est la même chose dans le jeu que dans les autres supports culturels, je trouve ça super en fait. Et j'ai rien contre ça. Et pardon, je vais te laisser. Je vais te couper. C'est que, en même temps, n'hésitez pas à lever la main quand il y a des questions. Et il y en a une justement. C'était une remarque que je voulais faire et qui vas-y. était une question moi-même en fait. Dans ce que tu viens de dire, en fait, tu opposé ce qui me semble en fait est quand même assez français par rapport au cinéma, l'idée de divertissement à l'idée d'auteur. Tu parlais par exemple de cinéma de divertissement et cinéma d'auteur. Ailleurs, ça fait penser en fait quand on va opposer par exemple le film d'auteur et le film de genre. Par exemple, en France, on a cette définition-là. Ça veut dire qu'on pourrait pas imaginer avoir un divertissement fait par un auteur, c'est-à-dire dans lequel il y aurait un propos, quelque chose. C'est marrant de... C'est juste la personne. Là, j'ai fait un gros raccourci parce que sinon on en parlerait des heures. C'est juste la perception qu'on en a. Moi, je suis diverti devant un Ken Loach. Mais parce que c'est ce que je recherche. Ça dépend de ce que tu mets derrière le divertissement et ça dépend juste de la personne. Donc là, tu es juste sur la notion de perception de l'œuvre. C'est tout. Mais bien sûr, j'ai raccourci. Évidemment, tout le monde comprend comme ça, je pense. Je me permets juste une petite précision sur le divertissement. Alors, c'est un débat étymologique, mais je pense que c'est important de côté philosophique. Le divertissement purement, ça veut dire, en gros, c'est de ne pas être dans le monde réel. La vraie définition. C'est-à-dire que c'est du divertissement à partir du moment où on s'échappe du monde réel. Le truc, c'est que l'art, ça divertit dans le sens où on n'est plus dans le monde réel, mais évidemment, il fait écho à te ramener, à te sensibiliser à des choses comme ça. Donc, dans la définition concrète, ça fonctionne. Et effectivement, je pense que la réalité de ce qu'on parle, oui, c'est ce que tu dis, c'est l'amusement et quoi. Et le divertissement en tant que tel, c'est pour ça que c'est le terme que je pense que c'est le bon terme. Mais effectivement, ça pose toutes ces questions et l'amusement est peut-être le problème de ce qu'on dit. Mais bon, là-dessus, on est d'accord. Je dis pas que l'amusement est un problème. Attention, pas un problème. C'est pas ce que je dis. J'ai rien contre les jeux de divertissement. Et d'ailleurs, au prix des Imagui, on a rien tous contre les jeux sont divertissement. Alors, il faudrait vraiment qu'on définisse le terme si tu veux. Je préfère dire amusement. On va le reprendre. C'est ce qui détourne l'être humain des problèmes essentiels et de ses soucis en termes de divertissement. C'est-à-dire que justement, on sort, ce qui est peut-être à tort, c'est le mot divertissement, est-ce qu'il est vraiment adapté en fait même. À partir du moment où tu crées un système de règles qui te sort du monde réel, tu te divertis. Et après, on est d'accord. C'est pour ça que je parle de sort débat de ses soucis. Ouais, sauf que. Ouais, mais on y revient. L'art, après, bon, voilà, on peut philosopher dessus, je n'ai pas envie que ça soit un débat de mots et d'étymologie, mais de ce que, en tout cas, la vision que j'en ai, c'est juste que c'est ça, tu vois, et que derrière, on y revient parce qu'on n'est pas juste dans du divertissement sans rien d'autre. Et c'est ça, là-dessus, on peut y avoir une différence. Bon, bref, après, je vais pas... Mais quand tu fais une expérience artistique, quelle qu'elle soit, que ça soit simplement contempler une peinture, te représenter un espace mental quand tu lis un livre, que ce soit un livre de fiction ou de non-fiction d'ailleurs, tu n'es pas dans le monde réel en fait. Tu vis une expérience qui est la représentation de quelque chose. Et c'est aussi pour ça que c'est impossible de dissocier cette création-là de la politique, c'est que cette représentation, elle est issue de choix et elle est issue de vision. Maintenant, effectivement, il y a la question de ça serait bien d'en faire plus parce que ça serait bien on va dire de grandir un peu de façon très réductrice, mais en même temps le marché est ce qu'il est, la prise de risque est ce qu'elle est, les éditeurs et éditrices sont peut-être frileux parfois, et les auteurs et autrices sont aussi frileux parce qu'il y a des essais qui sont souvent pas des gros succès commerciaux. Alors, Alice is Missing ou d'autres le démontrent un peu, mais la majeure partie de ces essais-là, c'est compliqué pour Tu me fais une intro parfaite pour l'étape suivante et où je vais redonner la main à Henri. C'est justement au niveau des thèmes abordés dans le jeu, et on va les comparer après un peu avec d'autres secteurs, on va dire culturels. Mais il y a quand même une réticence, il faut reconnaître, c'est ce que disait Henri tout à l'heure, qu'il y en a très très peu. Et moi, j'aurais une question justement par rapport à ça. Tu vois, dans Alice is Missing, je connais d'autres jeux comme Tell Me More, ça c'est un peu du privé avec Mathieu, et c'était Mathieu qui s'est battu là-dessus. On a des cartes dites X qui viennent du... Merci. Et est-ce que qui a pour but, il faut peut-être l'expliquer, les cartes X, de dire attention, le terme qui est abordé ou la manière dont ça se passe, attention, ça me met mal à l'aise, il faut changer de, comment dire, soit de canal de communication ou de thème ou autre. Est-ce que c'est pas aussi une façon, je suis un peu rentre dedans, aussi d'édulcorer la chose en fait?
Pourquoi il faudrait l'édulcorer? Justement, je te dis la carte X, ça édulcorerait la chose parce qu'on ne va pas aborder. C'est attention, ça me met mal à l'aise, j'y vais pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tous ces trigger warnings, ils sont sans doute nécessaires. Dans les sessions, il y a 10 pages de trigger warning. C'est très très bien parce qu'ils savent que le jeu est potentiellement émotionnellement très très fort. Donc c'est très bien qu'ils le fassent. Moi, pour revenir au sujet, c'est-à-dire réticence historique et évolution, il me semble que je rencontre quand je parle de ce sujet-là, j'entends souvent le jeu, j'en ai marre qu'on me dise que c'est éducatif ou pédagogique, etc. Voire c'est pas du jeu, etc. Et il me semble que c'est une réaction un peu historique à ce qu'on a demandé au jeu. On lui a demandé d'être utile. Et en réaction à cet utilitarisme qu'on a voulu coller au jeu, on a voulu affirmer la liberté du jeu de société en tant qu'objet culturel, et donc la liberté pour les auteurs de créer n'importe quels objets, n'importe quelles œuvres, n'importe quel système, parce que ce sont des objets culturels qu'on est libre de créer sans qu'ils aient à être utiles. Okay. Très bien, moi j'entends ça, c'est très bien d'affirmer ça. Mais si au bout d'un moment on se dit on peut créer ce qu'on veut, parce que ce n'est qu'un jeu, est-ce que ça nous dédouane de nos responsabilités d'auteurs, autrices, éditeurs, éditrices par rapport aux valeurs qui sont véhiculées par nos jeux, par rapport à la responsabilité sociétale qu'on a comme créateur d'œuvres culturelles? Je ne dis pas que tous les jeux doivent être engagés, loin de là. Encore une fois, les jeux d'amusement, c'est très bien qu'il en existe, il en faut. Ça a son utilité, c'est un exutoire social, c'est super. Tolkien, dans un papier qu'il a publié en 1939, enfin en 1947, sur le conte de fées, parlait de la féerie. Et il disait qu'il y avait deux composantes. On pouvait l'assimiler à l'évasion du déserteur ou à la libération du prisonnier. Et effectivement, l'amusement, le jeu, puisque ça nous fait entrer dans l'IRL, nous permettent de nous libérer des soucis, etc. Dans une certaine mesure, si on n'a que des objets d'amusement, est-ce que dans cette certaine mesure, est-ce que ça ne nous permet pas non plus de nier les responsabilités que l'on a par rapport au réel? En fait, c'est ça et on se dit, le jeu de société, on a l'impression que finalement, il s'inclut très bien dans une société de divertissement. Pour nous détourner, tant qu'on dira ce n'est qu'un jeu, on n'en fera pas un objet culturel mature qui fera réfléchir les gens sur notre condition, les problèmes qui nous attendent ou qui sont déjà là, etc. Il me semble qu'au prix des Images, c'est ça qu'on demande aux jeux de société, de faire plus. Oui, il en existe 1, 2, 3, 10 peut-être, mais quand on se balade dans le fiche, on voit bien que, allez, si on passe la douzaine, voilà quoi. Oui, on est tout jeune, on va grandir. 5000 ans d'histoire, Florent. Plus que le cinéma, plus que le livre. Oui, c'est pour ça qu'on parle de jeux de société moderne. On n'est pas à 100 000 ans d'histoire. On a 10-15 ans de retard, de décalage avec la BD. Donc déjà, dans 10-15 ans, à mon avis, c'est ça. Non, le jeu d'édition existe depuis le 19e siècle, voire plus. Oui, mais la démocratisation du jeu moderne que ça a auprès du grand public, regarde, rien que sans parler de 100 000 ans, sur les 4 dernières années, depuis le Covid, en fait, ça a explosé. Ouais, et ça a considérablement explosé ces 10 dernières années. Regarde, il y a je peux 20 me ans, permettre combien il y de avait vous de jeux qui interrompre. sortaient et puis combien il y en a maintenant. Pardon, excuse-moi, j'aimerais bien te répondre, mais il faut poser sa question. Du coup, il y a eu une mini-remarque et une question. Donc déjà, la mini-remarque, c'est effectivement, si on attend de la part des éditeurs qu'ils aient envie de publier des jeux qui ne soient pas de l'amusement, c'est difficile puisque eux, ils sont dans une volonté commerciale. Donc tout comme le film d'auteur ou le petit film qui parle d'autres sujets, ça va être d'autres manières, je pense malheureusement, qu'il faut pour les mettre en lumière, ce genre de type d'expérience différente. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que le jeu en lui-même, puisque c'est censé être une activité libre et consentie, c'est pas déjà un problème de médium? Le fait que les jeux ne proposent pas beaucoup d'activités qui donnent envie de pleurer, qui donnent envie de se faire du mal ou autre, puisque à l'inverse du cinéma ou de l'art graphique, ce sont des arts passifs que l'on reçoit. On regarde un film et le film se déroule quoi qu'il arrive. La lecture et le jeu, c'est deux médias où il faut être actif. Si on n'est pas en train de lire ou si on n'est pas en train de jouer, le média il n'avance pas. Donc, si les joueurs n'ont pas envie de vivre des émotions négatives, vu qu'il faut, pour aller au bout de tout ça, que le joueur ou le lecteur ou la joueuse ou la lectrice avance et qu'elle fasse la démarche d'avancer, on ne pourra jamais atteindre un jeu qui donne des émotions négatives si la joueuse n'a pas envie n'a pas envie de s'y mettre. Donc la question c'est, est-ce que c'est pas aussi le médium qui, de par sa nature où il faut être actif pour vivre ces émotions négatives, qu'il n'y a pas forcément une majorité de gens qui veulent vivre des émotions négatives, il n'y a pas aussi un problème du coup du médium qui limite le nombre d'expériences de ce style-là? Alors, par rapport à ce que tu disais sur
les médiums actifs et passifs. En fait, il y a des médias qui sont typiquement le texte. C'est un médium qui n'est pas instantané. Par exemple, tu es obligé d'interpréter ce que tu lis, sinon c'est une page avec des caractères. Tu es obligé de représenter dans ta tête l'espace. Et typiquement, tu es obligé de faire le choix conscient de continuer à lire, alors que effectivement, certains médias vont être reçus de façon plus automatique, mais tu peux choisir aussi de détourner les yeux, de moins écouter. Maintenant, par rapport au fait de partager l'expérience, il y a plusieurs choses. Il y a aussi le fait d'être ensemble et de se vulnérabiliser ensemble. Parce que quand on joue à Alice is Missing, par exemple, eh ben, on est dans une situation de détresse tous ensemble. Et en fait, dans notre société, c'est pas quelque chose qui est extrêmement valorisé de montrer ses vulnérabilités. Ça devrait probablement, c'est pas le cas. Mais le fait de montrer ça, ça demande un contexte social particulier. Ça demande de faire cet effort. C'est très cathartique comme expérience, mais il faut vivre la catharsis plutôt que simplement la recevoir, effectivement. Donc c'est plus difficile et je pense que c'est un obstacle un peu plus fort. En parallèle, là, il y a Bruno Fiduti qui avait réagi à l'intitulé de la conférence et je trouve que son commentaire colle parfaitement, entre guillemets, à cette phase-là. Je vous le lis intégralement et je vous laisse y répondre par la suite. Suis-je le seul à me sentir mal à l'aise au vu donc, du résumé qui semble considérer comme évident que ce serait nécessairement un progrès de voir le jeu traiter de sujets sérieux et d'enjeux contemporains. Là, on voit déjà les freins historiques ou les réticences. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il semble qu'on ne peut pas sauter directement à comment le faire en zappant la question faut-il le faire, et donc malheureusement il ne peut pas être dispo aujourd'hui. Je vais le remplacer. Parfait. Non, juste par rapport à la question qui était posée précédemment sur la nature du jeu et le fait est-ce qu'on peut ressentir des émotions négatives dans le jeu. Bon, je ne crois pas qu'il y ait forcément d'émotions négatives, positives, mais le jeu de l'enfant est extrêmement éclairant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que les enfants vont jouer, alors pas forcément sur du jeu de société, mais encore qu'ils le construisent comme du jeu de société quand même. Ils se mettent d'accord sur une répartition des rôles, etc. Mais ils vont jouer des scènes traumatisantes. Alors pour la base, c'est de jouer au médecin, voilà, parce qu'aller chez le médecin pour un enfant, c'est une expérience traumatisante, donc ils ont besoin de la jouer. Ça active des choses plutôt négatives, mais ils ont envie de le faire quand même. Et alors, bon, là, je parle du médecin, mais on a vu en ludothèque des enfants jouer aux terroristes quand il y a eu des attentats. C'est extrêmement difficile pour les adultes. Justement, c'est ce que tu disais, Mathieu, parce qu'il y a des inhibitions, parce qu'il y a des difficultés qu'on ressent par rapport à ces sujets-là. Mais je pense que c'est absolument pas incompatible le fait d'avoir ce type d'émotion et que ça soit quand même un jeu et quand même une forme de divertissement. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on met derrière le terme divertissement? Ça, c'est un vaste débat. Alors, moi, j'avais une question par rapport pour Henri, plus particulièrement, c'est est-ce que actuellement, il y a des tendances qui sont portées, on parle d'infotainment, d'edutainment. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque? Je pense qu'il y a un risque, mais comment l'éviter? C'est ça la question, pour que on bascule pas là-dedans. À mon sens, si j'essaie d'extrapoler un peu ta question où tu te dis on pourrait utiliser le jeu de société comme pour la gamification parfois qui est fait de mauvaise manière, etc. Pour le marketing, la publicité qu'on pourrait légitimement considérer comme des mauvaises utilisations, par exemple, ou la politique qui se sert aussi du jeu pour susciter l'implication, etc. En fait, moi, il me semble que c'est des prises de position à avoir de nous qui faisons les jeux contre ces utilisations de notre média qui est le jeu. On pourrait dire moi j'aime pas la façon dont on utilise le jeu là dans ce cadre là, mais dire que ce ne sont pas des jeux ou que ce n'est pas la vocation de notre média à faire ça, moi ça me semble hyper restrictif et c'est mettre des murs autour des mots pour moi. Il peut y avoir du jeu mal utilisé, du jeu mal fait, etc., par plein de gens pour diverses raisons. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire ce n'est pas du jeu en étant un peu sectaire, en fait, à mon sens. Ça répond à ta question?
Si je peux ajouter une chose par rapport aux réticences et aux évolutions, je pense qu'il y a quand même quelque chose de transversal qui a plein d'influences plus ou moins directes, qui est le système économique dans lequel on est. Et tu parlais d'édition tout à l'heure dans ta question et de ce que font les auteurs et autrices. Aujourd'hui, dans le système économique, on est poussé à faire des jeux qui sont produits pour fonctionner à grande échelle. Et ça a beaucoup d'implications sur ce qu'on propose comme type de jeu. Alors moi, j'essaie de faire l'inverse, et je ne suis pas le seul. Hopla essaie aussi de faire d'avoir d'autres réflexions dans pourquoi est-ce qu'on édite un jeu. Mais en fait, tout le système te pousse à faire ça parce qu'on est dans un système, pour employer les termes, un système capitaliste global où c'est ça qui détermine derrière plein de ta capacité à faire à peu près, d'avoir plus de liberté. Et les auteurs et autrices aujourd'hui que je croise à un niveau de création, ils sont en fait en recherche d'édition. Donc on parle beaucoup de jeux édités et de ceux qui arrivent à ce stade-là. Et avec quand je parle de toute l'échelle, on parle aussi de la distribution, des boutiques, des ludicaires, donc de consommation. Et forcément, quand on fait un produit de consommation, on a des divergences avec quand on fait un produit artistique et culturel. Moi, j'aimerais éditer des jeux purement artistiques en m'en foutant totalement de s'ils se vendent à 2 exemplaires ou 2 millions. Sauf qu'aujourd'hui, en tant qu'acteur économique, je dois faire attention à ne pas avoir un système économique qui soit au minima pérenne. Et tout ça a des implications énormes en fait, pour tous les acteurs et actrices, et savoir en sortir, en fait, tu es obligé de minimum déconstruire ce qui se passe là-dessus. Oui, c'est vrai que le modèle économique fait qu'on est, je pense, vachement bridé. Nous, en étant complètement indépendants, ça nous laisse une liberté totale, et aujourd'hui, on se laisse plus de liberté qu'on en avait au début, et ça, ça n'a pas de prix. Et quand je regarde dans le rétroviseur, il y a plein de jeux qu'on a fait, quelques jeux qu'on a fait dans le passé qu'aujourd'hui je ferai différemment, clairement, et je m'octroierai plus de liberté pour essayer d'aller plus loin. Donc là, à l'avenir, ça a commencé cette année avec le jeu de Julien Erwan dont je parlais tout à l'heure, clairement. Et puis on va essayer de continuer à aller plus loin, mais parce que notre indépendance et notre autonomie à tous les niveaux font qu'on n'a pas de distributeur, par exemple. Et du coup, il n'y a pas de regard sur... parce que de plus en plus, les distributeurs au-dessus des éditeurs aiguillent considérablement. Donc peut-être que malgré tout, on va vers une uniformisation aussi qui ne va pas dans le sens d'une grande diversité. Et je prends vraiment comme un cadeau et de pouvoir faire absolument ce qu'on veut et d'avoir maintenant le petit luxe de pouvoir prendre des risques. Alors pour moi, il y a quelques réponses à ce que tu dis qui ont été données dans la conférence d'avant, en fait. Dans le sens où, alors là où je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que pour moi, c'est clairement limitant, voire formatant, que le jeu de société n'existe actuellement que sous la forme d'un objet commercial, d'un produit culturel. Non, c'est un objet culturel au sens large, et il faudrait qu'il existe sous la forme d'œuvres plus libres, libérées de... En fait, une œuvre d'art n'existe pas que parce qu'elle est fabriquée à des milliers ou des millions d'exemplaires. Une peinture qui existe dans un musée, c'est une œuvre d'art en soi. Pas seulement parce qu'on en fait des cartes postales qui existent partout. Et il y a, par la reconnaissance du jeu de société en tant qu'objet culturel, il y a des subventions qui pourraient permettre à certaines œuvres expérimentales qui n'auraient pas du tout leur place sur le marché, qui seraient improduisibles, inéditables, d'exister. Et donc il faut vraiment que cet aspect-là avance pour que les auteurs et les autrices puissent, disons, être rémunérés pour le temps de leur création et qu'ils puissent exister, ces jeux-là. Moi, je pense que c'est un des aspects qui permettrait de faire ça. Ouais. Juste, je vais reprendre un slide qu'avait préparé Bernard, qui est dans la salle et que je trouve justement intéressant, afin de rebondir un peu sur ce que vous êtes en train de dire, sur l'exploration des thèmes sociétaux, mais de manière générale. Il avait fait un slide à un moment donné sur l'esclavagisme et un peu aussi tout ce qui était racisme, et avec une comparaison avec tous les univers, en fait. Parce que là, on est en train de se dire que ça peut être chaud en termes de vente. Si on prend par exemple Freedom, qui a été fait par Academy Games, qui parlait justement de la fuite des esclaves et autres, c'est un sujet qui est extrêmement fort, éditeur nord-américain, qui a rencontré comme un gros... plus qu'un succès d'estime, on va dire ça. Ça n'a pas été non plus... il n'a pas vendu 1 million, mais ça n'a pas été négligeable. On voit que il y a des photos qui sont très très connues, que ça a été aussi fait. On en parle de la musique, on parle du livre, on parle du cinéma. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur aussi, c'est quand même quelque chose qui est dans la culture, alors plus peut-être nord-américaine que la nôtre, mais pourquoi on n'y arriverait pas en fait sur cette partie-là, alors que dans d'autres secteurs culturels on y sommes arrivés? Ah oui, non, mais ça, il n'y a pas de raison pour moi qu'on ne puisse pas y arriver. En revanche, là effectivement tu prends Freedom comme un exemple, mais ça reste une exception.
Je dis pas le contraire. Voilà, c'est ça. Il faut voir que quand même la plupart des jeux de gestion-développement de ces 20-30 dernières années contiennent des valeurs ultra-colonialistes par rapport à l'extraction de ressources, etc. Mombasa. etc. Entre autres, mais il y en a plein. Enfin, voilà. Et même à travers de l'archétype de l'aventurier qui va piller des temples aux cultures invisibilisées, etc. etc. Donc non, dans le Freedom est une exception, en fait. On peut parler aussi. alors que- Est-ce que Secret Hitler, pour toi, ça rentre là-dedans ou pas? Ouais, non, je sais pas, en fait. Non. Parce que grosso modo, c'est vrai que c'est un peu rentre dedans, mais en fait, il y a aussi à un moment donné, sur ces jeux qui ont été un énorme succès, ça quand même génère aussi énormément de discussions autour de la table. Avec peut-être c'est des fois malaisant d'incarner ou pas des personnages quand même plus qu'odieux à ce niveau-là. Vas-y. Non, pour moi, c'est très bien que ces jeux existent. Leur succès ou non, ça ne m'intéresse pas. Enfin, s'ils ont plus de succès, oui, ça va toucher plus de gens et permettre plus de discussions. Cela, c'est très bien. Et donc, dans ce cas-là, je suis très content que Secret Hitler ait du succès, etc. Voilà. Non, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on engage une discussion de fond sur les jeux, sur les valeurs véhiculées par nos jeux, pour que Freedom ne reste pas une exception. Parce que quand tu regardes toutes les autres slides, enfin toutes les autres photos du slide, quand tu regardes dans le milieu du livre, du film, de la musique, etc., il y a beaucoup plus de chansons, de livres ou de films qui traitent de ces sujets graves, historiques, etc., qu'il y a de jeux qui le font convenablement, qui osent déjà le faire. Convenablement, c'est pas moi d'en juger, mais voilà, il me semble. Donc, mais on l'a vu, on a tout pour y arriver, c'est évident. Le jeu de société, c'est un créateur de lien social. Enfin, je vais pas la refaire, mais voilà, il crée du lien social, il permet d'être acteur de l'expérience, il pousse à l'analyse des systèmes, puisqu'on est obligé d'analyser la règle qui nous demande de jouer pour jouer bien. Voilà. Donc, il a tout pour faire un excellent média de lutte, en fait, ou d'engagement, de propos, quoi. Pour porter des propos, etc. Et même pas forcément du jeu engagé sur des sujets spécifiques de vulgarisation de systèmes. Ça peut être des jeux qui te font réfléchir sur, encore une fois, ton existence, etc. Fil rouge, pour moi, c'est un jeu qui va dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi je t'en parle, parce que j'ai pensé à Julien. Mais voilà, un jeu comme Fil rouge, qui va sortir bientôt, rentre dans ce créneau-là. Un jeu qui finalement dit peu de choses, avec aucun mot, et qui permet à chacun c'est évocateur de choses de sa propre vie. Voilà, on dit qu'il n'y a jamais de sujet de jeu sur le quotidien. Bah, celui-là, c'est presque ça. On est très proche, c'est très humain. Alors, juste parce que là, vous deux, vous le connaissez, c'est quoi Fil rouge? Pardon, c'est un jeu qui va sortir chez Lumberjack, un jeu narratif coopératif, narratif dans le sens où il y a une narration qui sont placées sur des images. Et en fait, chaque joueur autour de la table va avoir un certain nombre de cartes sur lesquelles il y a une seule image. Et le but du jeu, ça va être pour les joueurs collectivement d'arriver à remettre l'histoire dans le bon ordre. Et en fait, on n'a pas le droit de se montrer les cartes, donc on va devoir se les décrire. Et donc on va devoir co-raconter l'histoire tous autour de la table sans la connaître. Et donc on va la découvrir ensemble en se la racontant. Sachant que sur les cartes, le sujet traité, les histoires racontées, c'est pas Bibi et le coyote, c'est des histoires vraiment où il y a une forme d'émotion, de l'introspection, des sujets. Enfin, la démo qui est jouable sur le stand de Lumberjack, c'est l'histoire de retraités, un vieil homme, un arbre qui meurt, son fils qui revient de la ville. Tout ça sans aucun mot, en seulement quelques cartes. J'ai dit 6, mais c'est plus en fait, je crois. Tu viens même un peu de raconter l'histoire en fait. Hein. Non, j'ai rien dit. Non, ah merde! Pardon, je suis désolé, heureusement, Spoiler alert. je suis navré, ça m'a échappé, j'aurais pas dû. Bref, pardon. Moi, pour finir et pour poursuivre après, non, il y a tout ce qu'il faut dans le jeu de société pour qu'on puisse porter des propos, engageants, philosophiques, expérimentaux, etc. En fait, il faut juste avoir la volonté de le faire et commencer par se poser des questions, pas celle de Bruno Feduti à mon sens. La question de faut-il le faire, pour moi, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Pour moi, c'est comment le faire et donc commencer à se poser des questions de ses propres pratiques. Est-ce qu'il y avait des auteurs et des autrices qui, avant de se demander si on va commencer par, comme point d'entrée pour créer son jeu, par la mécanique, le matériel ou le thème, mais il y a peut-être le propos. Il y a peut-être les valeurs que j'ai envie de véhiculer. Ça, c'est des portes d'entrée de création qui sont complètement jamais prises en compte, quoi. Voilà. Alors, c'est un jeu de Julien et Tom Protière, en fait. J'ai pas cité les auteurs, pardon. On peut parler du Monopoly, peut-être, qui a été diverti de son propos originel, qui était un jeu pour dénoncer le système capitaliste. Et effectivement, qui le fait très bien et qui a été repris tel quel et qui est extrêmement négatif dans l'émotion qu'il procure. C'est de l'ironie. C'est Sarcasme. C'est très sarcastique et cynique, mais
Voilà, Tout le monde connaît peut-être pas forcément l'histoire du Monopoly. En fait, je sais pas. C'est pour ça que le sarcasme, peut-être là, il marche pas. Je sais pas. Tu veux que je Dans raconte le milieu du jeu de société, si tu peux, entre quelques phrases, ça serait peut-être intéressant parce que c'est vraiment exemplaire. Et par ailleurs, Ça fera peut-être le ça- lien en plus avec ça Lizzie parle Maggie. ça parle de Lizzie Maggie, à Ouais. laquelle on a fait référence pour notre prix. Donc vas-y, je t'en prie. Et donc, c'est une autrice dont vous vous doutez du nom, qui crée un jeu contre le système capitalisme dans lequel il s'agit de créer le grand capital. Et au final, il a été récupéré par un éditeur qui l'a édité, qui l'a dépossédé et exproprié de sa propriété intellectuelle et qui l'a édité sous sa forme qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'était un jeu contre la propriété privée immobilière. Elle défendait les thèses de l'économiste Henri Georges, en fait, qui lui voulait qu'il y ait une single tax, c'est-à-dire que la terre appartienne à tout le monde et en fait, on ne devait pas pouvoir acheter des lieux pour les louer ensuite. Et le Monopoly devait prouver ça par le fait, en disant ça ne peut mener qu'à des inégalités sociales extrêmement fortes. Et dans la 3e édition de 1932, elle a même inclus un mode coopératif en 1932. Voilà, où en fait, qui s'appelait Prosperity, où avec le matériel du Monopoly, quand tu percevais le loyer de quelqu'un qui tombait sur ta case, tu étais obligé de le réinvestir dans les services publics. Et quand, parmi la totalité des joueurs, le plus pauvre atteignait $7 000, on considérait que tout le monde avait atteint l'état de prospérité et tout le monde avait gagné. Voilà. Et effectivement, quand Parker Brothers ont récupéré les droits du jeu par le biais de Charles Darrow, bref, on va pas refaire toute l'histoire, mais ils ont tout l'aspect politique, toute la petite notice qu'elle avait avec, et c'est trouvé perdu, et c'est devenu très ironiquement un symbole du capitalisme ces 100 dernières années. 250 millions d'exemplaires vendus quand même. Sociétalement, l'impact, c'est pas anodin, je pense, quand même. On a une question dans le public. Ouais, merci. En fait, c'est plutôt à l'attention des éditeurs où je me demande, pour moi, l'émotion, j'ai pas la sensation que c'est quelque chose qu'on puisse prédéterminer. Genre, on édite ce jeu parce qu'il fera pleurer. L'émotion, pour moi, elle est déjà très vive, ne serait-ce que dans une conférence, par exemple, enfin, où il y a plein d'émotions, positives ou négatives, selon ce que j'entends. Du coup, je me dis, pour moi, j'ai peut-être une erreur dans la conception des choses, mais j'ai l'impression qu'un auteur crée un jeu avec un besoin certainement de dire quelque chose, d'offrir une vision du monde. Et vous, les éditeurs, partagez l'émotion que vous avez ressentie en l'essayant, en le découvrant, pour le faire partager au plus grand nombre. Et j'avais envie, du coup, ça m'a donné envie de partager avec vous une émotion que moi j'ai vécue donc en ludothèque, puisque c'est ce que je pratique pour l'instant comme métier. Mais j'avais 2 mômes qui avaient envie de faire un jeu. Il y en a un qui arrive d'Ukraine, c'est des réfugiés. Et il y a des Russes qui arrivent aussi de Russie pour d'autres circonstances. Et donc, il m'a été demandé de leur proposer un jeu. Et du coup, j'ai choisi Mysterium. C'était un clin d'œil personnel à moi-même par rapport à des auteurs ukrainiens, dans le sens où j'avais envie qu'ils sympathisent autour d'un jeu ukrainien. Et pour parler de l'Ukraine, par exemple, comme c'est un pays que je connais assez bien, et la question de Tchernobyl est quelque chose auquel j'ai beaucoup travaillé, un jeu sur Tchernobyl. Alors, je m'intéresse à ceux qui sont sortis en Ukraine parce qu'ils ont une espèce de volonté de raconter cette histoire qui leur appartient. Mais quand même, tout ce qui est ludique sur ce sujet-là, auquel je me suis confrontée de manière peut-être très documentaliste, on va dire, me met pas forcément à l'aise, étrangement, même si j'ai vraiment un désir de partager mes connaissances du sujet. C'est pas bizarrement, il y a eu j'ai fait le jeu virtuel qui a été aussi créé par des Ukrainiens, mais c'est pas facile pour moi d'utiliser cet objet, et c'est pour ça que je me demande si finalement l'engagement n'est pas plutôt lié au fait que faites des bons jeux, et auquel cas ils trouveront toujours possiblement un engagement quelque part. Et que je me disais par exemple ce matin, tiens, si Cousteau jouait à ce jeu-là, ce serait sans doute très émouvant, par exemple, par rapport à un jeu sur la plongée, enfin sur les poissons. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair comme question, mais en tout cas, peut-on prédéterminer l'émotion? J'ai un doute. Alors pour moi, il y a 2 choses dans ta question. Je vais répondre, j'ai beaucoup parlé. Pour moi, il y a 2 choses dans ta question que j'ai vues. Pour moi, oui, on peut prédéterminer l'émotion, pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a eu... en fait, en 2007, il y a eu un game designer qui s'appelle Yann Bogost, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Persuasive Games, et qui indique que quand on travaille... les mécaniques de jeu, les objectifs qu'on a en jeu, les moyens d'action qu'on a en jeu, peuvent véhiculer, oui, des valeurs, des concepts, des émotions particulières, si on les choisit bien, si on le design bien. Tu sais que si tu veux, par exemple, mettre de la tristesse à un moment où la notion de manque dans un jeu, il faut d'abord créer du lien entre le joueur et un élément du jeu, et ensuite le lui enlever, tu vois. Là, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Là, tu peux obtenir ce genre de... Mais un écrivain fait pareil avec
ses personnages par rapport à son lecteur. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, c'est avec des mécaniques, il me semble. Et après, pour répondre, j'ai l'impression à la fin de ton histoire ou de ton interrogation, il est parfois demandé, et peut-être Yoann, tu pourras en parler aussi, on se dit que le jeu est parfois, le jeu ou le jeu de société est parfois un média indécent pour traiter de certains sujets. Parce que traiter de l'Ukraine ou quoi que ce soit à travers un jeu, quand on connaît bien et que c'est peut-être ça provoque de la souffrance déjà naturellement, on se dit que ça ne devrait pas être fait. Moi, il me semble que ça vient du fait qu'on considère le jeu justement comme un média d'amusement et qu'on y relie beaucoup la joie ou le rire, alors que si on le considère de manière plus généraliste, comme quelque chose qui raconte des histoires simplement, on serait peut-être moins gêné par le fait qu'on puisse y voir une histoire triste ou... Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou ça répond... Non? Ok. Yoann? Oui, alors je pense que sur les émotions, c'est très important. Moi, je fais du jeu pour les émotions et je pense qu'il y a quelque chose de très humain là-dedans quand on se retrouve et quand on vit autour d'une table des émotions et qui oppose en quelque sorte une direction possible de la société en tant que telle. Et qu'il y a beaucoup de choses dans ce qui paraît impossible ou par exemple en décalage dans ce qu'on attend, qui sont du formatage. Par exemple, la colère ou la tristesse ou la peur sont des choses qui peuvent être plus ou moins acceptées selon les sociétés, les époques et tout ce qu'on veut. Et on sent bien que parfois, il y a des émotions qui ne sont pas forcément normées par rapport à la réalité de ce qu'on ressent nous en tant qu'humains. Et ces choses-là, en fait, elles sont parfois quand on lit un livre, on a envie de lire, je sais pas, alors je dis un livre, mais cinéma, tout ce que vous voulez, comme tout ce qui est accepté comme étant culturel, on n'a pas forcément envie d'être triste. Des fois, on a envie de rire. Des fois, et en fait, on va se diriger vers différents moments selon notre envie de ce qu'on veut ressentir, plus ou moins volontairement. Et quand on crée ces jeux, en tout cas moi quand je les édite, je porte beaucoup d'attention à cela parce qu'on peut effectivement mettre les ingrédients que l'on pense qu'on veut faire. Mais il y a une part d'appropriation et les personnes, des fois, des gens peuvent être très tristes sur quelque chose qui est censé être amusant et inversement. Donc on crée les conditions pour le faire, mais ton expérience réelle va beaucoup dépendre du contexte dans lequel tu l'as fait, dans lequel tu la vis. Et la force du jeu de société, une des forces du jeu de société, c'est qu'elle est beaucoup moins normée par essence que beaucoup d'autres médias, parce qu'on peut le faire un peu n'importe où. On pourrait faire un jeu là, dans ces conditions. Ça créerait des choses totalement différentes que si on le fait dans son salon, que si on le fait à travers un écran parce qu'on l'a porté sur Internet, etc. Donc je pense que la question de l'émotion, elle est essentielle et elle est propre à chacun et à chacune et qu'on peut totalement essayer de créer les conditions dans la conception du jeu et qu'en fait il faut le faire. Enfin, il faut le faire. Moi, évidemment, je vais défendre ce côté-là, mais même ceux qui prétendent qu'il ne faut pas le faire, ils le font sans s'en rendre compte. C'est toujours la même chose. Ah ouais, ça c'est évident. Et par contre, juste pour mitiger un peu ce truc-là, parce que oui, c'est vrai, on a des petits outils, des petits trucs qu'on peut essayer de forcer entre guillemets, de véhiculer les émotions, de faire en sorte qu'elles soient suscitées. Mais il ne faut pas sous-estimer la réception. Selon la culture, moi je veux designer un jeu, oui parce que je voulais faire un jeu un petit peu triste ou émouvant, etc. Moi j'ai ma culture, moi je suis Henri Karmarek, j'habite en France, etc. Tu prends le même jeu, tu le donnes à un Japonais, un Ukrainien ou quelqu'un d'autre, il y a de fortes chances pour que ce que j'ai voulu faire ne passe absolument pas. Donc évidemment, la réception dans cet échange culturel entre l'auteur et ceux ou celles qui jouent le jeu, elle est quand même pas à prendre en compte. Miguel Sicart, pour reprendre ces histoires de rhétorique procédurale, en 2011, Miguel Sicart, qui est un chercheur aussi en game design, lui, c'est justement porté contre la rhétorique procédurale en disant non, mais c'est pas tout que la règle, faut problématiser avec la réception, avec les joueurs et joueuses. Eux, ils ont le choix, et c'est là où peut-être Bruno Feduti va s'y retrouver, dans le sens où lui, il dit qu'il ne faut pas prendre les joueurs pour des cons et que oui, ils savent que c'est du second degré, tout ça, machin. Oui, certes, le joueur ou les joueuses, ils vont pas tout absorber comme des éponges. Et moi, j'ai envie de lui dire oui et non, dans le sens où parfois, justement parce qu'on pense que ce n'est qu'un jeu et qu'on ne lui accorde aucune importance, dans ces cas-là, nos filtres critiques, ils sont complètement, ils sont plus là, quoi. Quand tu regardes un film ou tu lis un livre, tes biais critiques, etc., tu gardes quand même un sens critique. Ah, mais là, c'est qu'un jeu, il peut se passer n'importe quoi, on s'en fout, c'est une virtualité, là, pour divertissement, c'est un jeu. Et donc, tu prends tout, en fait, toutes les valeurs. Il faut être le plus riche dans tous les jeux, tu prends. C'est pas grave, ce n'est qu'un jeu. On ne dit pas pareil sur ce n'est qu'un film ou ce n'est qu'un livre, tu vois. Florent? Ça dépend qui. Peut-être. Et puis c'est cool. On fonctionne différemment, on réagit différemment chacun parce qu'on est tous différents. Moi j'aime bien quand il y a des gens quand ils jouent à un jeu, à certains de nos jeux en fait, et un coop où à la fin ils ont perdu, typiquement La Glace et le Ciel, et où on maîtrise tout en fait, il y a zéro hasard et ils sont dégoûtés en fait à la fin de la partie. Ça me plaît vachement parce qu'ils ont été vachement impactés et c'est de leur faute, ils ont mal joué.
bah, vous avez fait de la merde, vous perdez, normal. Et ça les touche, et ça je trouve ça super cool. Et ceux qui disent à la fin, bah, c'est pas grave, c'est qu'un jeu, bah, je trouve ça super cool. Je me dis, ouais, vous avez raison, c'est qu'un jeu. Vous avez droit à l'erreur, vous pouvez refaire, vous faites ce que vous voulez. Donc du coup, en fait, dans tous les cas, ça génère des émotions. Donc chacun réagit à sa façon et avec ses propres ressentis. Alors, oui, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, je suis d'accord avec toi sous cet angle-là, c'est évident. En revanche, on a beaucoup trop tendance, à mon sens, à utiliser cette formule pour se dédouaner de tout ce qu'il y a dans un jeu, de tout ce qu'on y vit, de tout ce qu'on y met, encore une fois, des valeurs qu'il véhicule, etc. Et on le voit d'ailleurs sur des jeux qui, dès qu'on essaie de dire ah bah, ce jeu-là, il véhicule des valeurs pas ouf, encore une fois, je parlais de colonialisme tout à l'heure, etc. On a très souvent des gens sur les réseaux sociaux, entre autres, mais parfois en live, etc., qui disent mais c'est pas grave en fait, c'est qu'un jeu, donc si c'est colonialiste, c'est pas grave. Là, ça me pose plus de soucis. Oui, c'est différent. Oui. Bah, ouais, mais c'est moi ça, c'est ce que je voulais dire moi. Parce qu'on ne parle pas du même thème, oui, tu as raison. Voilà. Mais la formule était la même pour autant. Tu vois. Je vais laisser passer à Mathieu. Tu voulais dire quelque chose là-dessus ou pas? Oui, en fait, depuis tout à l'heure, on navigue dans plusieurs eaux. On parle de la responsabilité des joueurs, de ne pas recevoir l'expérience sans y penser, de celle des éditeurs, d'oser prendre des risques, de celle des auteurs, d'oser prendre des risques aussi. On est tous malheureusement impactés par la pyramide de Maslow et le système capitaliste. Maintenant, il y a aussi les organismes publics qui peuvent donner la parole et choisir de donner la parole. Je ne pense pas que ça sera immédiat, mais il y a des progressions. Le fait qu'on soit en train de parler de ça, c'en est une. Le fait que des éditeurs portent des jeux engagés et y parviennent et soient encore là 13 années après, ou je sais pas, 7 ans pour toi? Pas encore, un peu moins. 4-5 ans. 4-5 ans, mais en fait c'est déjà très très bien et en fait on progresse. Alors c'est pas parce qu'on progresse que c'est bien, mais que l'état de fait est bien, mais tout de même. Il y a une question au fond de la salle. Oui, voilà, donc bonjour. Je vais aller assez vite, c'est juste des remarques notamment qui rebondissent sur ce qui vient d'être dit maintenant et un peu plus tôt, à propos donc des personnes, autrices ou pas, qui s'émeuvent de thématiques fortes ou de thématiques politiques, entre guillemets, comme dans le jeu Freedom dont on a cité un petit peu plus tôt, mais qui s'émeuvent beaucoup moins de thématiques d'autres jeux comme East India Companies ou de Endeavor, avec la problématique de l'esclavage, ou encore de la ressource bonus de la première édition de Five Tribes, de ceci. Et, je comprends pas trop. Oui, en fait, East India Companies, ce sont des thématiques colonialistes. Clairement. Endeavor, on a un jeu sur l'esclavage, il y a une mécanique d'esclavage. Donc je peux aller dans l'esclavage, mais s'il est aboli, je suis un peu dans la merde. Et donc la première édition de Five Tribes, qui avait sa ressource joker, c'était des esclaves et pas des fakirs. Et je vais aussi en venir sur certaines mécaniques nommées, notamment qui sont très politiques et qui ne sont pas forcément perçues comme telles, comme le placement d'ouvriers. Et donc, en fait, on est sur une perception de ce qui est en fait politique et de ce qui ne l'est pas, ou de ce qui est politique et de ce qui est accepté dans une politique dominante, en fait. Donc, je trouvais ça assez cocasse. Et une autre chose cocasse sur Secret Hitler qu'on a cité précédemment, qui est en fait un jeu avec une licence assez permissive, où on peut recréer un peu le jeu. Et donc, on a eu des versions Secret Palpatine et Secret Voldemort. Ce qui me fait, moi, je suis complètement hilar de ça, puisqu'en fait, Hitler, Palpatine et Voldemort, c'est la même chose, c'est le fascisme. Et donc, on en revient en fait aux joueurs qui veulent des choses, des jeux, des thématiques que elles et eux ne perçoivent pas comme politiques, alors qu'en fait, elles le restent. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais prendre un exemple qui m'a fait hurler de rire un jour. C'est quand quelqu'un m'a dit que, on parlait de jeux vidéo, et quelqu'un m'a affirmé mordicus que Final Fantasy VII n'était pas un jeu politique. On parle quand même d'un jeu où on incarne un groupe d'éco-terroristes. Clairement, où est la politique? Je ne sais pas. Mais en fait...
Oui, Star Wars a toujours été politique, enfin de toute façon, et a un propos politique, veut l'avoir. Maintenant, en fait, on peut s'amuser de ces thèmes-là, parce qu'on peut vouloir mettre un peu de distance, ou on peut vouloir les ressentir avec un peu plus de légèreté. Si tu prends la pose d'ouvrier, je pense à Lords of Waterdeep, où on collecte des aventuriers, des guerriers, des mages, des voleurs, etc. Et puis, à un moment, on envoie 15 guerriers battre un monstre, il en ressort rien. Peut-être des points de victoire. On va prendre une dernière question avant de passer à la dernière phase, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, merci beaucoup. C'est très intéressant toute cette discussion. Moi, je voulais revenir sur ce que vous aviez dit avant, comme quoi, en fin de compte, en jeu, il y en a qui vont perdre, ça va créer des émotions. Je pense que c'est un petit peu sous-estimé dans toute cette discussion, parce que si on le regarde avec des enfants, justement, ça va sortir très fortement, ça va les apprendre à gérer ces émotions pour moi. Et j'ai l'impression que dans votre discours, en tout cas, vous focusez beaucoup sur l'aspect narratif, qui est en fait un sous-genre, un nouveau genre qui est en train d'apparaître, avec le fait que les jeux deviennent de plus en plus populaires. Et du coup, moi, je me pose un petit peu la question, est-ce que le problème, c'est pas que le fait de jouer, pour le moment, c'est encore très considéré pour les enfants et pas nécessairement pour les adultes. Et on voit les jeux de société, les jeux de plateau sont toujours dans les rayons enfants ou à côté des rayons enfants. Est-ce que c'est pas là, en fin de compte, la différence, alors que les films et les livres sont dans d'autres endroits et c'est complètement séparé? L'âge moyen ici te détrompe. Alors après, pardon Gaëtan. Oui, effectivement, c'est une des idées reçues, à mon avis, qu'il faut battre complètement le fait que ce soit relié à l'enfance. Mais on est les premiers à pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, commenter d'arrêter de faire des traitements agressifs sur tout ce qu'on édite. Forcément que ce soit illustré, quoi. Si on pouvait commencer... par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais de jeux photoréalistes dans leur traitement graphique ? Est-ce que vraiment le jeu de société a peur de la réalité à ce point qu'il faut toujours se décaler par des illustrations qui relient au fantastique à une autre dimension? Enfin voilà, on pourrait se poser toutes ces questions-là. Ouais. Et le début de ta remarque, pardon, c'était sur la place de la narration, les jeux narratifs. Mais en fait, pour reprendre ce que disait l'intervenant juste avant, par exemple, les jeux de placement d'ouvriers, c'est pas tant par leur thème, souvent, même si parfois, c'est plutôt par leur mécanique et pas par leur narration. C'est des jeux à l'allemand, donc la narration est repassement, souvent. Le jeu de placement d'ouvriers, c'est quand même des moteurs d'optimisation où on va extraire des ressources, les transformer la plupart du temps en produits que l'on va valoriser et ensuite qui vont finir par être vendus ou déclinés en points de victoire, voire carrément dans de l'or. Voilà. Donc là, je veux dire, ils sont apparus quand? Au début du XXIe siècle, dans un contexte de mondialisation néolibérale. C'est quand même, enfin, pour moi, c'est assez évident le fait que ces mécaniques-là aient eu tant de succès à ce moment-là. Voilà. Et c'est à tel point que l'optimisation, le culte de la performance dans les jeux, certes, on est là pour gagner, perdre, on va encore me dire que c'est la définition d'un jeu, mais non, la notion d'optimisation, etc., dans les jeux, à ce point-là, dans le placement d'ouvriers, on le ressent beaucoup. Et politiquement, c'est pas anodin. Mais ça, c'est par les mécaniques, pas par la narration. Donc par les mécas aussi, il se transmet beaucoup de choses, je pense. Il y a une question fond. Oui, bonjour. Il me semble que la question d'aborder les thématiques... Il me semble que la question du fait d'aborder des thèmes forts et des émotions comme la tristesse ou la colère comme étant un sujet compliqué est très liée aux médias du jeu de société. Il me semble que c'est beaucoup plus accepté, ne serait-ce qu'inconsciemment, dans le jeu vidéo ou dans le jeu de rôle. Selon vous, pourquoi il y a cette spécificité liée au jeu de société qui n'est pas forcément là dans les autres médias ludiques ? Je vais juste compléter ta question. Dans le jeu de rôle, j'aurais tendance à dire, détrompez-moi, je ne suis pas un spécialiste, c'est quand même relativement... C'est plus long, mais c'est plus récent. Et est-ce que c'est pas lié aussi à une maturité du marché? Qui s'y prend? Johan. En fait, je pense qu'il y a une histoire de perception. Parce que, par exemple, si on regarde c'est vrai ce que tu dis, mais je pense qu'il y a beaucoup d'auto-réalisation et parce que quand on fait comme ça, quoi. Les histoires on fait des jeux pour enfants, les jeux sont pour enfants parce que la norme était comme ça. Et je pense qu'il n'y a rien qui l'empêche et qu'il y a beaucoup de peur de faire différemment. Et encore une fois, moi je rejoins ça sur les jeux édités. C'est-à-dire qu'on fait d'une façon et on aime bien refaire des choses qui fonctionnent et de prendre le risque de faire différemment.
bah, en fait, c'est prendre le risque de se planter. Et aujourd'hui, on est beaucoup trop, à mon sens, gouverné par la peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous font peur et qu'on préfère garder notre impression de petit cocon qui fonctionne que d'aller plus loin. Pour rejoindre cette question-là avec les précédentes, on parle beaucoup de est-ce que c'est politique ou pas? Tout est politique. Là, avoir une interaction entre nous, c'est politique, dans la définition réelle de ce qu'est la politique. Ce qu'on n'estime pas politique, c'est lié à la vision de la société occidentale de tout ce qui est normé, on le dépolitise pour pas qu'on se pose des questions dessus. Et en vérité, ça a des influences, qu'on le veuille ou non, quoi. Quel que soit le jeu qu'on fasse, sans aller dans les détails de mécanique très précises, rien de parler que de parler de compétition, de coopération, ça a déjà une influence sur comment on voit le monde. Et quand on apprend, effectivement, dès le plus jeune âge, à jouer d'une certaine façon, en fait, on apprend à vivre dans la société. Enfin, du coup, tout ça est à la fois très politique, très lié. Et alors, du coup, là, je globalise un peu toutes les questions, mais pour moi, c'est vraiment, si on ne se pose pas de questions, on va forcément avoir tendance à répéter la norme plutôt qu'à tenter des choses différentes et potentiellement changer les choses et faire ce genre de choses dans notre société qui se veut plus mature, plus je ne sais quoi, mais en fait c'est juste faut oser aussi le faire, quoi. Et je vais compléter, justement, je vais rebondir par rapport au fait qu'il y en a relativement peu et par rapport aux jeux vidéo. Jeux vidéo, on le voit aussi beaucoup ça dans des milieux indépendants, jeux vidéo indépendants. On n'a pas une scène ludique, jeu de société indépendante extrêmement forte pour l'instant. Est-ce que c'est pas aussi lié à ça? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un développement d'une scène ludique indépendante qui nous proposerait justement d'avoir ce genre d'objet culturel? Parce que tu penses que les autres peuvent pas se remettre en question? Si. Et justement, quand ils sont gros et qu'ils veulent chercher de l'argent, est-ce qu'il faut pas justement... Tu vois, je veux dire, le part de gâteau, ils apprennent tellement que le jeu vidéo indépendant, même s'ils ont du mal à en vivre, a ce moyen d'en vivre et de l'utiliser. On parle tout à l'heure, et là je vais peut-être laisser la parole à Florent, mais Florent qui le fait, et justement, c'est un indépendant, on va dire. Enfin, c'est même pas on va dire, c'est le cas, puisque tu t'auto-distribues, tu fais toute la chaîne. Est-ce que c'est pas on a des conditions de vie tellement confortables. C'est ça. C'est vraiment un plaisir de chaque jour d'être indépendant. Voilà. Non, mais c'est clair. Est-ce que c'est pas lié? Si, ce serait une excellente chose, à mon avis, qu'il y ait du jeu indé, mais encore une fois, faut-il qu'il puisse exister, et tant que, ou en tout cas diffusé. Les print and play en fait ont un taux de téléchargement et ensuite de fabrication qui est en dessous des 0, pas beaucoup de pourcents. Donc ça marche pas très bien. Il y a la fabrication à la demande qui pourrait permettre à des projets non financés d'exister, par exemple, comme fait The Game Crafter aux États-Unis. Il y a Azao s'y met, un petit fabricant en Belgique, se met à faire de fabrication à la demande. Ils ont un stand sur le Fige d'ailleurs. Ouais, qui permettrait du coup de permettre d'exister à des projets plus indépendants. Il y a des tas de choses, mais pour moi, il faut d'abord que les auteurs et les autrices veuillent le faire. Voilà. Et encore une fois, moi, s'il y a cette espèce de scène indépendante qui se met à exister, ce serait très bien parce que ça montrerait que d'autres types de jeux peuvent exister et être pour autant bien conçus et pas forcément chiants ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il ne faut pas, à mon sens, c'est que ça crée chez tous les autres... le fait de pouvoir se dédouaner sur c'est bon, il y a la case du jeu indé, nous on peut continuer de faire de la merde. De raccourci, de continuer voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais en plus, c'est là que je voulais t'emmener. En plus, la prise de risque peut être payante. Je veux dire, commercialement. Alors c'est une prise de risque, mais il y a eu plusieurs jeux comme ça où on s'est dit ça peut soit faire un four parce que tout le monde passe à côté, on s'est fait plaisir quand même. Soit ça peut être un succès et c'est cool. Mais c'est vrai que des fois, le fait de faire des choses un peu différentes et qui sortent des sentiers battus, c'est arrivé pour nous en tout cas que ça paye, que ça soit payant, je veux dire d'un point de vue vraiment directement commercial, quoi. On va peut-être prendre une dernière question avant de terminer, parce que le temps passe toujours très très vite. Merci. C'était plus en rapport avec l'élément précédent, mais on a parlé des émotions, on a parlé des mécaniques, on a parlé de tout ça qui portait du sens. J'ai en tête un travail de recherche qui a été fait par Romain Pichon-Sainte sur les éco-jeux, donc des jeux qui parlent d'écologie, et où bien sûr les mécaniques étaient en jeu, bien sûr l'univers, la thématique, etc. Mais il a identifié, il a étudié plus de 50 jeux en montrant que le message, il n'était pas tant porté par justement tout ce qu'on a évoqué que par la manière de gagner et la bonne réponse qui était apportée par finalement comment je gagnais, comment je perdais dans le jeu. Et ces messages, moi je vous rejoins sur le côté en fait, développer l'esprit critique
D'une manière générale, je pense que c'est la solution. Mais bon, après, on sort du sujet, mais voilà, sur cet éclairage peut-être. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, les objectifs peuvent véhiculer beaucoup de choses au même titre que les mécaniques et que les représentations. Et l'esprit critique, pour moi, il faut qu'on développe une éducation critique au jeu, de la même manière qu'on le fait pour l'image ou le texte. Très tôt, dès les primaires, on est, par certains moyens ou d'autres, éduqué à regarder une image de façon critique, à y trouver des codes culturels, etc., etc. Et comme ce que je disais tout à l'heure, à mon avis, parce qu'on considère que ce n'est qu'un jeu, notre esprit critique, par rapport à ce qu'il véhicule, il est un peu anesthésié. Voilà, à mon sens, c'est mon avis. Je suis assez d'accord. Après, ce que tu disais sur les objectifs, pour moi, c'est surtout de la dramaturgie appliquée. En fait, tout ce qu'on a vu sur les émotions, ce dont on a parlé, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, qu'on pourrait appliquer et qui serait facile à éduquer parce qu'en fait, c'est des codes qui existent déjà dans la société et qu'on emploie ailleurs et qu'on pourrait facilement transmettre. Parce que les auteurs les transmettent d'une discipline à l'autre. Maintenant, on a juste à les apporter aux joueurs, en fait. Allez, vas-y, c'est vraiment la dernière cette fois-ci. Après, il faut vraiment qu'on y aille. Je vais dire D'abord, merci pour vos interventions. Et c'est vrai, il y a la question en fait qui me taraude, c'est le jeu au service de quoi en fait. Et donc du coup, c'est au service du coup de cette société marchande que l'on discrédite, en tout cas par une partie des interventions, ou du coup le jeu au service d'un monde meilleur, ou en tout cas que l'on veut meilleur. Et donc dans les mécaniques de jeu effectivement, mais aussi dans la démarche, par exemple, entre compétition ou jeu coopératif, nous, on se sert particulièrement du jeu coopératif pour travailler sur la question de l'éducation relationnelle. Et dans une société qui promeut la compétition, les JO arrivent, on voit à quel point, si ce n'est révolutionnaire, au moins comment ça peut transmettre ce que je vais appeler la culture de classe. Parce que du coup, l'intérêt de la coopération, elle est pour la classe opprimée, nécessairement. Et donc, du coup, cet angle-là dans les jeux, en tout cas, m'apparaît crucial. Il n'est pas exclusivement crucial, mais il m'apparaît crucial. Ça, c'était premièrement. Et deuxièmement, il y a la question politique, la question émotionnelle et la question de la coopération qui vient rentrer en synergie quand on veut s'attaquer à cette société. Après, je sais que le jeu n'est pas, c'est pas son but en soi, mais ça peut le devenir. Merci d'osser les yeux. Et effectivement, si il y a ce choix qui est fait, que ce soit par des éditeurs indépendants ou par peut-être des éditeurs qui prendraient ce risque-là et qui prendraient le courage, du coup, ça nous éviterait peut-être de tomber dans la société du spectacle et de ne pas venir tomber dans une forme artistique de plus qui vient en fait nous matraquer la tête d'un système qui nous matraque et qui nous morcelle et qui nous fait du mal. Merci. Alors, finalement, il n'y a pas de question en fait. Non, mais par contre, il y aura une réponse. Parce que j'en suis capable. Je vais en trouver une quand même. Non, mais il y a un truc que je trouve intéressant sur lequel je vais rebondir, parce que le jeu coopératif, on oppose beaucoup le jeu compétitif, le jeu coopératif, etc. Surtout dans le milieu de la pédagogie ou de l'éduc-pop, etc. Le jeu coopératif, ça a souvent... Et une partie, d'ailleurs, en ont marre qu'on leur parle de jeu coopératif comme étant la source de tous les maux, etc. etc. Je suis d'accord avec toi, dans le sens où... le jeu compétitif, c'est sûr que ça légitime les hiérarchies, parce que dans un jeu qui est compétitif, il y a forcément un gagnant et un perdant, et que de toute façon, ça nous fait accepter les hiérarchies sociales où il y a des gagnants et perdants. Voilà. Ça, c'est pour une interprétation qui a beaucoup de sens à mes yeux. En revanche, ce qui est défendu ce qui est généralement utilisé pour défendre le jeu compétitif, et que je trouve assez vrai, c'est le fait qu'il s'agit aussi d'un exutoire social, et de pouvoir justement se servir du jeu de compétition pour avoir des conflits sociaux, entre des gros guillemets, au sein d'un jeu qui est une virtualité, qui n'a pas de conséquences sur le réel, c'est une fonction cathartique du jeu qui est intéressante quand même, et qu'il ne faut pas sacrifier, il me semble. Il ne faut pas tomber dans la censure morale, ou pour se dire, si on veut un monde meilleur, il ne faut pas avoir le droit de jouer à la guerre. Tu vois ? À mon sens, jouer à la guerre peut avoir son intérêt. En revanche, si la plupart des jeux sur le marché te proposent de jouer à la guerre, là, ça devient un modèle de société, et là, c'est problématique, à mon avis. Donc encore une fois, il faut remettre dans son contexte, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et le jeu compétitif en soi n'est pas mauvais, comme le jeu coopératif, ce n'est pas forcément la solution de tout, il me semble. Et puis c'est cool d'apprendre à perdre.
Quand on est en compète dans En un plus, jeu, ouais, parce carrément. que finalement, ce qu'on disait au début, la définition qu'on a donnée au début du jeu, c'est une autre situation, c'est pas la vraie vie. Justement, on en parlait ce matin avec ton collègue. Et du coup, je pense vraiment que, moi, je le vois avec mon gamin où on a joué depuis qu'il est tout petit, et je l'ai jamais laissé gagner, donc il a beaucoup perdu. Maintenant, c'est le contraire. Et du coup, il a appris à perdre. Et je pense que c'est vraiment formateur, et même pour les adultes, pour tout le monde, absolument. Donc, c'est pas à opposer, en fait. C'est deux formes de jeu, les deux sont complémentaires, les deux sont parfaites, finalement. En plus, le fait d'avoir de la confrontation, ça peut aussi avoir un propos. Typiquement, dans l'asymétrie, il peut y avoir une asymétrie qui est injuste. C'est un outil de game design comme un autre, l'injustice. Et ça te fait ressentir des émotions. Et effectivement, on parlait de jeux d'enfants et de catharsis. Je suis assez d'accord sur le fait qu'on puisse jouer à la guerre comme on peut regarder un film de guerre ou regarder un film d'horreur et ne pas devenir un tueur en série ou un soldat et un forcené des armes. Et Johan, tu vas finir. Ouais, il faut tous qu'on réponde à la non-question. Je voulais rebondir par rapport à un autre aspect de ta question, par rapport à un monde meilleur. Nous, Subverti, on a mis comme slogan changer le monde en s'amusant. Parce que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ce que peut proposer le jeu en termes de vision du monde et d'universalité, même si aujourd'hui, évidemment, c'est pas le cas. Vous voyez, une belle brochette d'hommes blancs barbus. Il y a des choses à améliorer. La réflexion que je me suis fait tellement. En fait, on est tous barbus. C'est ça. Il y en a une qui n'a pas voulu venir avec nous, mais. Et blanc. mais le point que je veux dire là-dessus, c'est que l'on peut imaginer un monde où l'on joue comme véritable objectif, en fait, de dire qu'on peut s'amuser. Le monde réel peut être dur, mais on peut s'amuser et être intelligent en s'amusant. C'est-à-dire ce fameux truc de le divertissement, l'amusement, c'est pas pour les enfants et pour ceux qui s'en foutent de ce qui se passe, c'est que moi je vois plein de choses qui se passent, alors avec Anne ici en général, mais dans le jeu, où on se rencontre sans écran, où on sociabilise et où on imagine de changer le monde et où on le change aussi concrètement dans la façon d'imaginer des jeux juste avec du papier, de forêt renouvelable, etc. Il y a les conditions d'imaginer et d'espérer, de se dire que les choses peuvent être différentes et que le jeu peut y participer en tant qu'objet, mais aussi en tant que vision du monde plus globale, quoi. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme fin. Merci à tous, merci surtout aux intervenants et à la qualité de leurs interventions. Merci à Bernard qui est dans la salle, qui nous a donné un bon coup de main. Et peut-être à l'année prochaine ou sur le salon, encore demain pour ceux qui sont encore présents. Bonne soirée à tous.